Bonjour, docteur Thomas Lapolle. Tu es expert en physiologie neuromusculaire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et où on est? Bonjour Antoine, alors effectivement je suis maître de conférence en physiologie neuromusculaire, donc je travaille au département STAPS de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc le département STAPS, c'est là où on va former les futurs entraîneurs sportifs, les futurs coachs en activité physique adaptée et les futurs professeurs de PS. Et parallèlement je travaille dans ce bâtiment qui est le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, qui est un laboratoire de recherche dans lequel on s'intéresse à comment optimiser la qualité de vie, comment améliorer la performance sportive par l'activité physique et sportive. Très bien. Alors la physiologie neuromusculaire, comment est-ce que tu la résumerais ou l'exprimerais en une phrase? Alors pour moi, la physiologie neuromusculaire, c'est tout simplement chercher à comprendre comment l'homme est capable de produire de la force musculaire, qui est la fonction même de nos muscles, en distinguant à la fois la partie purement périphérique, le muscle, sa capacité à se contracter, de la partie centrale, nerveuse, qui est la capacité donc, du système nerveux central à commander la contraction musculaire. Donc ça se joue, il y a une sorte de dialectique entre d'un côté le système central, c'est-à-dire le cerveau, et les muscles, par exemple des jambes, dans la course à pied. Exactement, c'est une vraie communication. Comment le cerveau, ou de façon plus générale le système nerveux central, va commander les muscles pour leur forcer le mouvement, pour leur forcer à courir pendant un marathon par exemple. Et dans le même temps, il y a aussi une communication qui se fait dans l'autre sens, des muscles vers le cerveau, et qui va aussi moduler la façon dont notre système nerveux central pilote notre motricité. Hyper intéressant, et d'ailleurs on est entouré de quelques machines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de à quoi ça sert cette chaise de torture? Alors c'est absolument pas une chaise de torture, c'est une chaise dynamométrique sur laquelle on va retrouver des capteurs de force et qui vont simplement nous permettre de mesurer la force que l'on est capable de développer, donc ici dans cet exemple en extension de genou. Donc l'idée va être de venir placer sa jambe contre le capteur et de contracter le plus fort possible notre quadriceps. On parle ici d'une contraction isométrique parce que mon muscle ne change absolument pas de longueur et c'est un très très bon marqueur de notre capacité de contraction volontaire maximale. Là, à peu près, on est capable, un adulte comme toi par exemple, de mettre combien en force? Alors la force, on la mesure en newton et généralement sur une chaise comme ça, on va retrouver chez l'homme en moyenne des valeurs de 600 à 1000 newtons, ce qui va correspondre du coup à 60 à 100 kg. Okay. Donc c'est comme s'il était capable de résister contre une force de 70-80 kg. Donc ça pour mesurer la force, et après? Et bien après, l'idée, quand on s'intéresse à la force, c'est de mieux comprendre comment elle évolue, pourquoi elle diminue dans une condition de fatigue ou pourquoi elle s'améliore avec de l'entraînement. Et donc on va, comme je le disais avant, on va distinguer ce qui se passe au niveau du muscle de ce qui se passe au niveau du système nerveux central. Alors pour distinguer, c'est tout simple. Le plus simple, ça va être de stimuler le muscle ou de stimuler le nerf directement pour engendrer une contraction musculaire qui est dite non physiologique, involontaire, et qui serait uniquement due à la stimulation électrique du muscle. Donc concrètement, je vais utiliser ce type de machine, je vais raccorder ce dispositif à des électrodes de stimulation qui vont venir activer mon muscle ou le nerf de façon maximale. Et l'idée, c'est d'avoir la contraction la plus importante du muscle que possible sans avoir recours à la volonté. Et donc ici, on va être capable de dire, mon muscle, lorsque je le stimule au maximum, il va développer une force de tant de newtons, par exemple, ou de tant de kilos si on réfléchit en kilos. Et à partir de là, si avec l'entraînement, pour une même stimulation, j'augmente la force que j'enregistre pour une même stimulation maximale, eh bien je peux en déduire que mon muscle est devenu plus fort. Et puis on va ensuite avoir le même raisonnement, mais pour toute la chaîne de commande neuromusculaire, avec différents types de stimulation. Donc toujours de la stimulation électrique ici, que l'on va pouvoir faire notamment toujours au niveau du nerf. Donc par exemple ici pour le nerf fémoral, si on s'intéresse au quadriceps, on peut stimuler directement ici dans le dos, au niveau thoracique, si on veut stimuler sur le trajet entre notre cerveau et la moelle épinière, donc au niveau de laquelle partent les nerfs qui vont ensuite vers nos muscles. Et puis on peut aussi utiliser ce dispositif qui est un dispositif de stimulation magnétique transcrânienne où on peut stimuler directement notre cerveau et plus particulièrement une partie du cerveau qui pilote la motricité qu'on appelle le cortex moteur. Et donc en cumulant ces mesures, ces stimulations aux différents étages, donc du cerveau à la moelle épinière, aux nerfs et aux muscles, on est capable de dire quelle partie de toute la chaîne de commande peut s'améliorer avec l'entraînement ou peut dysfonctionner dans une condition de fatigue. Donc concrètement, on se met ça sur la tête ou dans le dos, on envoie une impulsion électrique et ça contracte le muscle sans que nous, on ait de l'intérieur la volonté de le contracter finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc si volontairement je veux contracter mon quadriceps, mon cortex moteur situé dans mon cerveau va activer très fortement donc les régions, les neurones corticaux qui pilotent mes muscles du quadriceps et envoie la commande le long de la moelle épinière vers les nerfs puis vers les muscles. Si j'utilise ici cette bobine de stimulation, si je me mets ceci sur le cortex moteur et qu'on stimule, eh bien on va activer exactement les mêmes régions que si moi volontairement je l'avais fait. Sauf que ce sera involontaire et donc on va activer toute la voie que j'ai décrite qui va permettre au bout du compte de contracter mes muscles. Maintenant, on va passer à la partie 0 tout 100, parce que du coup, tu es dans l'équipe scientifique du projet.
L'objectif, c'est de passer de sédentaire à finisseur d'un ultra trail de 100 km en montagne en 18 mois. Est-ce que ça te paraît possible? Bien sûr, c'est possible et c'est justement parce que ça paraît fou qu'on souhaite le réaliser. C'est montrer que c'est réalisable. Ça nécessite bien sûr de l'entraînement, du suivi, mais l'homme est véritablement fait pour courir. On va bien évidemment démontrer que c'est tout à fait faisable. D'un point de vue du coup de la physiologie neuromusculaire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui finit un 100 km en montagne d'un point de vue du coup de ce qu'on peut mesurer avec ces outils-là? Alors il pourrait potentiellement déjà y avoir une différence en termes de force maximale volontaire. Effectivement, on peut s'attendre d'avoir des finishers qui seront capables de développer des forces maximales volontaires plus importantes que les non-finishers. Mais au-delà de la force maximale volontaire, c'est surtout la capacité à répéter les contractions musculaires sur le long cours qui va différencier le finisher de la personne qui reste dans son canapé tous les jours. Et donc ici, on s'attend véritablement à être capable, grâce à l'entraînement, grâce à la progression semaine après semaine, à gagner en résistance musculaire, ce qui fait que finalement, avaler les kilomètres session d'entraînement après session d'entraînement va de moins en moins impacter le muscle, le système neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on aura de moins en moins de fatigue, ce qui permettra de poursuivre l'effort de plus en plus longtemps. Donc a priori, entre un sédentaire et quelqu'un de très entraîné, la différence c'est qu'il peut être plus fort, soulever plus lourd et pendant plus longtemps, donc avec moins de diminution de performance. Exactement. La capacité à répéter les efforts et donc ce qui conduit à moins de fatigue. On peut aussi parler de la capacité à générer moins de dommages musculaires avec l'effort musculaire, ce qui induit, comme tout le monde le ressent, des courbatures après un effort un peu inhabituel. On a souvent mal dans les 2 jours qui suivent. Avec l'entraînement, on a de moins en moins ce type d'effet délétère de l'exercice et ça facilite du coup la progression sur des longues distances. D'ailleurs, c'est quoi une courbature en fait? Alors une courbature, c'est ni plus ni moins qu'un surétirement des fibres musculaires lors d'une contraction qui est dite le plus souvent excentrique, c'est-à-dire lorsque mon muscle est en train de s'allonger en même temps qu'il se contracte, et ça va générer donc ces micro-lésions musculaires qui, sur le moment, vont absolument pas faire mal, mais qui par contre vont entraîner la mise en place d'une réaction inflammatoire qui, dans les jours qui suivent, va se produire de façon à réparer le muscle. Donc on va finir de détruire les bouts de fibres musculaires qui sont lésés. C'est comme si on les trempait en fait, ces petits bouts de fibres musculaires dans un bain d'acide, de façon à récupérer des petites pièces qui s'appellent les acides aminés, qui vont pouvoir être ensuite reconstituées sous forme de protéines, qui vont reconstituer du coup nos fibres musculaires. Et donc c'est toute cette partie inflammatoire qui va s'opérer dans les 24, 48, 72 heures qui suivent l'exercice, qui va générer une sensation un petit peu de chaleur au niveau musculaire et une sensation de douleur. Mais qui est très importante parce que c'est ce qui permet justement de reconstruire nos fibres musculaires de telle sorte qu'elles sont par la suite plus résistantes. Donc finalement, c'est quasiment bon signe d'avoir une courbature, c'est qu'on est en train de se régénérer, de réparer, de reconstruire un muscle plus fort. C'est un processus naturel qui va permettre effectivement de progresser. Et session après session, je vais être capable effectivement d'avoir des fibres musculaires, des muscles plus forts, plus résistants et qui vont de moins en moins subir les effets justement de ce type d'effort. Là, dans 0 to 100, il y aura 18 mois pour faire cette transition. Est-ce que, d'un point de vue neuromusculaire, la courbe de progression, elle est extrêmement rapide? Est-ce qu'il faudrait des années pour voir des changements? Ou est-ce que tout de suite, après 1 ou 2 semaines d'activité, on voit que ça change? On voit des effets très rapides. Le système nerveux, notamment, est capable de s'adapter quasiment le jour même sur certains types d'exercices. Le muscle, généralement, va nécessiter un peu plus de temps. On parlait des courbatures, il va falloir par exemple déjà 2, 3, 4, 5, 6 semaines pour que progressivement on ressente de moins en moins les effets des courbatures. Pour obtenir des effets plus sur le volume musculaire, plutôt ce qu'on recherche quand on fait de l'entraînement en force, pas forcément sur de l'entraînement aérobie comme ce sera le cas dans le projet 0 to 100, mais sur de l'entraînement en résistance, le muscle a besoin d'une dizaine, quinzaine de semaines pour commencer à pouvoir véritablement se modeler. Sur la résistance à la fatigue, par contre, ce sont des processus qui vont pouvoir s'opérer relativement rapidement, si tant est qu'on respecte une certaine progressivité. Tu en as parlé un peu plus tôt, il y a une dialectique du coup entre le cerveau et le muscle. Finalement, dans un effort de 100 km qui va durer plus de 24 heures, c'est quoi la limite? C'est le cerveau qui n'arrive plus à contracter le muscle ou le cerveau au contraire envoie le même message et le muscle n'a plus la possibilité, la capacité à produire le même effort qui fait qu'on ralentit? C'est une très bonne question et généralement on va retrouver bien évidemment les deux. On retrouve ces deux concepts en fait qui sont ce que l'on appelle dans notre jargon la fatigue périphérique et la fatigue centrale, ou alors on peut parler de fatigue musculaire et de fatigue nerveuse. La fatigue périphérique, c'est lorsque le muscle effectivement est moins capable de produire de la force en réponse à une stimulation donnée. Et bien évidemment dans un contexte de course à pied, d'autant plus en longue distance, on va observer ce type de fatigue périphérique où le muscle va être de moins en moins capable de produire de la force en raison de différentes perturbations métaboliques notamment
qui vont s'opérer au niveau musculaire et qui vont limiter sa capacité à générer de la force. Mais bien sûr, à côté de ça, on retrouve également le système nerveux central qui va diminuer sa capacité à produire de la force. Et ça peut s'expliquer en partie aussi parce que justement, au niveau musculaire, il se passe des choses. Avec la fatigue, avec la répétition des impacts, on a, je l'ai dit, des modifications métaboliques, on peut avoir de l'inflammation, on peut avoir de la douleur. Et toutes ces informations, elles remontent jusqu'au système nerveux central. Elles vont conduire notre système nerveux central à limiter notre capacité à contracter les muscles pour se protéger. On parle vraiment ici d'une protection où le système nerveux est là pour éviter qu'on court vers une catastrophe physiologique, de telle sorte que j'en garde toujours un petit peu sous la pédale au cas où. Mais au final, c'est bien le cerveau qui dicte l'effort, et il y a un article scientifique qui a un titre qui me plaît beaucoup pour ça, qui disait « L'effort commence dans le cerveau et s'arrête dans le cerveau ». Le cerveau dicte le début de la contraction, mais c'est aussi lui qui dira « Stop, je m'arrête ici ». Donc c'est un peu un rupteur finalement, ce qui garantit qu'on se fera pas mal ou qu'on ne se détruira pas à l'effort. Exactement. Il est là pour nous protéger en gardant toujours une réserve. C'est-à-dire que si on prend l'exemple 0 tout 100, imaginons qu'un des candidats dise au bout de 90 km c'est bon, arrêtez, moi j'en peux plus, là mon cerveau me dit que j'ai mal de partout, vraiment stop, c'est gentil mais je mets le clignotant, j'arrête. Et là on arrive, on dit non mais réfléchis bien, allez tu vas au bout. Allez, on t'offre 2 millions d'euros. Là, le cerveau, il réagit plus de la même façon. Il a d'autres déclencheurs qui vont lui permettre de réagir un peu différemment, de prendre un peu toutes les informations qu'il a et qui vont lui faire dire en fait, si, je peux. Je vais aller chercher dans mes réserves, parce que j'ai des réserves, j'ai toujours des réserves, et je vais aller au bout. Et donc, il y a toujours moyen d'aller un petit peu plus loin. Donc, on le voit, le rôle de rupteur du cerveau, finalement, c'est cette part de mental, elle est très concrète. C'est quoi ? C'est faire penser à autre chose, c'est motiver davantage. Ça, c'est comme ça qu'on peut regagner, entre guillemets, de la fraîcheur cérébrale, ou comment est-ce qu'on peut faire pour que notre cerveau... Est-ce qu'il faut dormir pour que le cerveau revienne à un niveau de performance supérieur ? Est-ce qu'il faut manger ? Comment on peut faire pour justement avoir ce supplément d'âme et terminer ? Alors, il y a plein de stratégies, mais effectivement, l'idée principale est de réduire sa perception de l'effort. Parce que quand je perçois l'effort, on utilise parfois des échelles de 0 à 10, de 6 à 20, peu importe. Quand je perçois l'effort comme étant au maximum de mes possibilités, c'est le moment où je vais me désengager de l'activité. Et donc, c'est effectivement le moment où il va falloir que je fasse une pause, que je dorme peut-être, que je mange un peu, que le simple fait de sentir quelque chose de sucré dans ma bouche va être réconfortant et va me redonner un petit regain d'énergie mentale qui va me permettre effectivement pour un même effort de le percevoir comme étant plus soft et de pouvoir poursuivre. Et donc après, il y a des techniques également plus cognitives où je vais penser que des choses positives, je vais me persuader que tout va bien. Voilà, il y a tout ce travail un petit peu mental qui est hyper important également quand on fait de la longue distance pour percevoir l'effort comme étant le plus tranquille possible et éviter d'atteindre cette limite qui est vraiment le moment où on perçoit l'effort comme étant au maximum de ce que l'on peut tolérer. Ça, c'est côté cerveau. Côté muscle, maintenant, entre le kilomètre 0, quand on commence, au fur et à mesure des kilomètres, 10, 20, 30, est-ce que la capacité musculaire, ce qu'on est capable de produire comme effort, ne fait que diminuer ? Et du coup, si ça diminue, est-ce que ça peut arriver à 0 ? Et est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ne puisse plus mettre un pied devant l'autre, entre guillemets, ou pas ? Non, normalement, alors en dehors de toute blessure, sur ce type d'effort, on va tendre vers un plancher en dessous duquel nos capacités musculaires ne vont plus décliner. Donc effectivement, kilomètre après kilomètre, une fatigue va s'instaurer, une fatigue musculaire va s'instaurer, mais progressivement, on va atteindre un plancher et on n'ira pas beaucoup plus bas que ça. C'est-à-dire que globalement, ce qui dictera vraiment notre capacité à poursuivre l'effort, encore une fois, hors blessure, ça sera plutôt notre cerveau. Donc, musculairement, quoi qu'il arrive, ce plancher, c'est la marche à peu près. Oui. On peut marcher indéfiniment finalement. Exactement. L'homme est vraiment fait pour pouvoir durer dans l'effort sans aucun souci. D'un point de vue musculaire, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Okay. C'est très intéressant et du coup passionnant. On n'a pas de raison d'arrêter finalement d'un point de vue musculaire. Est-ce qu'il y a des moyens de regagner un petit peu d'énergie ou de force, y compris pendant l'effort ? Est-ce que le dénivelé, le fait de passer je monte c'est dur, je redescends je vais reprendre de l'énergie, est-ce que c'est ce qu'on constate ou pas forcément ? Alors bien sûr oui, énergétiquement c'est beaucoup plus tranquille de descendre que de monter, même si les contractions excentriques peuvent être aussi fatigantes parce qu'elles sont plus dures pour le muscle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les contractions avec un étirement du muscle. Quand je suis en descente, elles ont tendance à faire parfois un petit peu mal aux muscles. Après, il suffit simplement d'adapter le rythme auquel on descend. Quand on fait ce genre de course également, les bâtons sont d'une aide très précieuse également pour soulager les muscles. Et donc, effectivement, cette variété de typologie de terrain où on va monter et plus se fatiguer d'un point de vue énergétique et de descente où on va faire un peu le plein d'un point de vue énergie, vont permettre de maintenir un état de fraîcheur qui doit permettre d'aller au bout de la course. Donc ça voudrait dire que entre faire 100 km sur du plat, ou pour le muscle c'est toujours le même effort, le fait d'ajouter du dénivelé, paradoxalement, le fait de prendre des bâtons, cette variation finalement elle permet de reposer le muscle et qu'il soit en meilleure forme, j'allais dire,
pour le nombre de kilomètres? Meilleure forme, pas forcément, mais en tout cas, c'est une façon différente d'appréhender la pratique. Alors, je ne suis pas un grand coureur, mais personnellement, je préfère par exemple effectivement faire du trail et osciller entre des montées, des descentes et des changements de rythme, plutôt que de faire de la course sur route, où on est beaucoup plus souvent à un rythme très monotone et qui ne permet pas véritablement de recharger les batteries comme on vient de l'évoquer. Ça fait la transition avec toi à titre personnel. Dans l'effort, est-ce que tu as déjà fait un 100 km et tu l'as déjà ressenti de l'intérieur, ou t'en es où dans la pratique de la course à pied? Alors j'ai commencé la pratique de la course à pied en arrivant sur Saint-Étienne il y a maintenant une douzaine d'années. Je viens de la Picardie, terre très plate, où je courais très peu entre les champs de betteraves. Et sur Saint-Étienne, j'ai découvert le trail, j'ai beaucoup apprécié. J'ai cherché à courir un peu, je suis monté jusqu'à un trail de 42 km avec 2700 mètres de dénivelé positif. J'ai perçu que c'était ma limite au moment où j'ai fait cette course, et surtout ma limite psychologique mentale. C'est-à-dire que j'ai pas retrouvé dans un effort aussi long un plaisir qui me laissait entendre que je pouvais ou que je voulais aller plus loin. En tout cas, physiquement, une fois la course est terminée, ça allait bien. Le lendemain, j'étais de retour sur les terrains de tennis et je retrouvais des sensations qui m'étaient plus plaisantes, mais j'ai bien perçu que physiquement, on peut aller au bout des choses. Donc là, tu as fait 42 km, mais en ayant un passé de sportif. Finalement, si on te disait, tu as 6 mois pour faire un 100 km avec 6000 mètres de dénivelé positif, est-ce que tu prends le pari, tu prends le challenge ou pas? Mon avis est forcément biaisé, mais oui, je prends le pari. Là, on est encore à quelques mois avant que les participantes et participants viennent dans le laboratoire, fassent toutes ces analyses régulièrement. Est-ce que tu aurais déjà un conseil au moment de s'y mettre, au moment de sortir de la sédentarité, d'un point de vue de la physiologie neuromusculaire? C'est quoi un peu le conseil ou la bonne pratique pour s'y mettre? Tu l'as dit, c'est s'y mettre. C'est juste, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste s'y mettre. Et si, très important, la progressivité. Toujours respecter un principe de progressivité. C'est ce qui va dicter les progrès que l'on va faire, et c'est ce qui va aussi limiter le risque de blessure, et qui va aussi limiter la possibilité de se dégoûter de ce qu'on est en train de faire, parce que passer de rien à beaucoup, passer de 0 à 100, c'est forcément quelque chose qui s'envisage avec un planning bien précis, bien réfléchi, et il ne faut pas faire les choses trop vite. Mais il faut faire les choses. Commencer, s'y mettre dans tous les cas, sinon Voilà. Arriver, et puis y aller progressivement, sachant que d'un point de vue neuromusculaire, le cerveau, lui, il n'y a pas de risque pour lui finalement à s'entraîner, etc. dans cette commande nerveuse. Non, il n'y a aucun souci. Nos muscles sont faits pour être contractés. Notre cerveau a toujours été prêt à endurer des efforts relativement importants. Il faut juste se réhabituer à ça. C'est vrai que dans la société moderne, on a perdu finalement ce goût de l'effort, mais l'homme est fait pour marcher longtemps, pour courir longtemps. Il faut juste s'en convaincre et y aller. Merci beaucoup Thomas. Hâte justement de voir comment ça va se passer pour les participantes et participants pendant leurs 18 mois. Merci encore de ton accueil ici et je te dis à bientôt. Merci, au plaisir.